Bonjour Chris. Avant toute chose, je te remercie de nous accorder un petit peu de ton temps entre tous ces matchs et ces entraînements. Merci à toi. Comment vas-tu ? Ça va, il y a un peu de fatigue. On se rapproche plus de la fin de la saison que du début de la saison. Il y a quand même un retour tardif d'un match compliqué à Lugano. Donc on ne trouve pas le sommeil. Puis après, on enchaîne avec l'entraînement sport-études le lendemain. Et puis le travail. Et puis l'entraînement du soir. Et voilà. Mais c'est ponctuel. C'est ponctuel. Pour revenir justement sur ce match de Lugano que vous venez malheureusement de perdre. Puis Lausanne Fox, 8e au classement, actuellement à 2 points du 5e malgré tout. Oui, ça se tient à pas grand-chose. On sait qu'il y a un top 4 Voilà. où il y a rarement de surprises. Là, la grosse surprise, ça serait peut-être Neuchâtel qui n'est pas à sa place. Ouais. Qui a quand même construit une équipe pour être un petit peu mieux que maintenant. Plus compétitive. Hein. Ouais. La bonne surprise, je pense, il faut donner beaucoup de crédit à Vevey. Ouais. Deuxième ex-aequo avec des gros qualifs. Des super résultats, encore une très belle victoire il y a 2 jours. Hein. Tout à fait. Donc voilà, nous on est intrinsèquement, on est où on voulait être. C'est vrai qu'il y a un tel gap entre la Ligue B et la SBL que, sauf si une équipe a déjà été configurée, comme c'était le cas justement pour Vevey en Ligue nationale B, pour être directement compétitive en Ligue 1, on sait que c'est un premier step qui est compliqué. C'est justement là où je voulais en venir avec toi, ce gap. Comment tu l'as senti ? Est-ce que les Fox, vous êtes dans vos objectifs ? Vous êtes au-delà des objectifs ? Les playoffs qui arrivent ? Des attentes ? Les objectifs de qui ? Les objectifs du club, les objectifs de Swiss Basketball, quelque part, qui... Tes objectifs à toi ? Mes objectifs à moi, j'ai toujours eu le même discours. Ça fait 30 ans que j'ai le même discours. Mon seul objectif, c'est de gagner le prochain match. À chaque jour sa peine, je pense que ça sert à rien Il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de... Je pense qu'on est dans nos objectifs. J'ose même, je suis dans nos objectifs, dans la mesure où on est resté fidèle à des valeurs. À aucun moment, on a souhaité retoucher l'effectif. Si on venait à ne pas atteindre les playoffs, ça serait sans regret de ne pas avoir changé nos valeurs. Chambouler absolument Exactement. l'effectif, partir sur quelque chose d'autre. Voilà. Il y a un groupe qui a mérité qu'on lui donne sa chance. Et comme disait Franck Chiloemba quand je l'avais à Boncourt, c'est à la fin de la fois qu'on compte les buts. Donc finalement c'est ça, c'est vraiment on donne sa chance aux joueurs, on donne sa chance à ce groupe qui a dominé la Ligue B. Il y a eu quelques réajustements nécessaires, mais on ne se prend pas pour un autre. Là il y a un coach qui m'a proposé un joueur qui était à 15 000 $ en Italie, qui a la tête sur les épaules, il n'a pas de job, il a dit il faut absolument, je ne peux pas rester sur une saison blanche, je suis prêt à jouer pour 2 000 $. Et le coach m'a appelé, il me dit écoute, joueur qui joue 4 postes et tout, qu'est-ce que tu penses ? Non. Ça viendrait beaucoup trop chambouler. Exactement. Pour qui ? Pourquoi ? Pour être en play-off à tout prix, plutôt jouer Massagno que Fribourg Olympique. Après, il y a une logique faire des sportive. calculs. Non. Côté intègre. Ouais, alors ça, je pense qu'on ne peut pas le reprocher. Magnifique, Ouais. magnifique. Pour revenir un petit peu au basket, à la suite donc, de la fusion qu'il y a eu entre Puy Basket et le BBC Lausanne il y a quelques années, est-ce que tu dirais que tu sens un certain engouement dans la région vaudoise pour le basket ? Ça commence. Ça commence. Il y a eu un premier engouement qui a été de trop courte durée, coupé un petit peu par le Covid. Ouais, C'est vrai que sur le moment, on aurait dû davantage banquer sur cette fusion. D'accord. Ce rapprochement, il s'est fait dans la douleur parce qu'il s'est fait suite à une situation très compliquée au BBC Lausanne. Et puis, on a eu beaucoup d'appui des politiques notamment. On a eu l'appui de la ville, on a eu l'appui du canton. On a eu l'appui, qui n'est pas forcément un appui financier. Tout le monde s'est mis autour d'une grande table comme ici, s'est mis à notre chevet. Et puis, on a même eu l'appui par rapport à tout ce qui était organisationnel et puis les pistes qu'on pouvait exploiter du LHC et puis du Lausanne Sport à l'époque. C'est bien, donc ça a vraiment été un engouement sportif. Voilà. Pour ce... Chris Wolf était autour de cette table. Ça va me...
Alain Joseph, le président de l'époque du Lausanne Sport. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à notre cas, qui ont apporté leur expertise. D'accord. Et puis derrière, on n'a pas profité plus longuement de ça et de cet engouement. Dû au Covid aussi, quand même, qui est venu. Oui, ça, bien sûr, parce que sportivement, on était même chose, on était dans le coup par rapport toujours à notre capacité salariale. C'est vrai que ça a mis un premier stop. Et puis, suite à ce premier stop, il a fallu mener une réflexion puis se demander si on ne devait pas repartir à l'échelon plus bas avec justement nos valeurs de formation. Résultat. Le résultat, il est excellent. Magnifique. Il est là où on voulait être dans le meilleur des mondes. Magnifique. Quand je propose à Serge Vito, et Dieu sait si ça m'a demandé, je pense qu'il n'y a personne qui doute du côté compétiteur en moi, mais quand je lui ai proposé qu'on se relègue l'année du Covid, déjà il m'a remercié parce qu'il m'a dit j'aurais jamais osé te le demander moi-même, mais je pense qu'effectivement c'est le meilleur des choix. Et puis là, on repart sur un groupe jeune, on repart sur une sorte de purgatoire, mais tout en sachant que l'idée, c'est de monter en puissance. Tout en gardant les fondements. Exact, et nos valeurs. Et les valeurs qui font depuis Lausanne, justement. C'est ça. Magnifique. Par rapport aux infrastructures, parce que justement, on sent aussi, je dirais, au niveau national, là j'ai pris puis Lausanne comme exemple, mais je dirais qu'on sent quand même qu'au niveau national, il y a un engouement qui se fait par rapport aux jeunes et au basket. Est-ce que les infrastructures prennent également cet engouement en question? Il y a quelque chose qui est mis en place pour... Malheureusement pas. Et vraiment, c'est aujourd'hui, je pense, il y a deux choses qui limitent le basket suisse. C'est les infrastructures, clairement, qui sont manquantes. Donc nous, on a 150 gamins sur une liste d'attente. Voilà, c'était où je voulais en venir, en fait. Voilà, l'idée même me fend le cœur. L'idée même me fend le cœur de savoir qu'il y a des gamins qui rêvent d'aller s'entraîner et qui n'en ont pas la possibilité. Et qui n'en ont pas la possibilité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la qualité des entraîneurs. Et là, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai qu'on devrait, je pense, pas exiger la formation de Swiss Basketball pour les entraîneurs est bonne. Elle vaut la formation de beaucoup de nations autour de chez nous. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'entraîneur, une fois que, comme je dis souvent, behind the closed doors, il a fait son clinique, il a fait son cours d'entraîneur, il a son papier, et puis après, trop souvent, je constate qu'on en revient à son vieux criss-cross, ses vieilles habitudes, ses vieux entraînements qui manquent d'intensité, qui manquent de différenciation, qui manquent d'approfondissement, de vrais fondamentaux. Il s'agirait de professionnaliser tout ça un petit peu, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et puis évidemment, dès qu'on parle de professionnalisation, on se dit mais on manque de moyens. Et souvent, je pense qu'il y a une manière d'optimiser les moyens. Il y a des pistes à aller chercher, justement. Il y a des vocations que nous avons la responsabilité de créer. Moi, je ne dois pas juste être un pédagogue et un enseignant du jeu par rapport à des joueurs, mais également par rapport à des assistants, également par rapport à des entraîneurs. Et j'ai une mission par rapport à ça. Parce que je ne serai pas tout le temps là, et puis parce que je voudrais que justement il y ait mais humblement parlé, ça vaut exactement la même chose pour tous les coachs qui sont en SBL, qui sont en Ligue nationale B. Peut-être que le meilleur coach, le meilleur technicien, il est peut-être en deuxième ligue. Mais ces gens-là, on doit aller les chercher. Ça, c'est des ressources humaines qu'on doit impérativement exploiter et mettre en place. Je vois. Tu as déclaré il y a quelques temps dans un interview que le seul modèle socio-économique en Suisse était le semi-pro. J'en suis convaincu. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. J'ai encore une maman qui m'appelle ce matin, comme ça m'arrive très souvent. C'est qu'est-ce qu'on fait pour mon gamin? Voilà, il est plus 18 cette année. Il aimerait partir à l'étranger. Je la mets devant une dure réalité. C'est centre de formation en France, le seul qui pourrait être imaginable, c'est Bourg-en-Bresse, parce qu'ils ont décidé de faire une école de meneurs et non pas du tout athlétique. Tout le monde court après les Wembanyama. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le Grand Lyon, dans le Grand Lille,
dans le Grand Paris. Cholet, il y a que ça, il y a que des deuxième génération, troisième génération d'athlètes du continent africain, des Antilles, etc. Tout le monde cherche ça et c'est ça qui fait que le basket de Pro A se rapproche à ce point. C'est le basket qui est le plus proche de la NBA. Mais pour en revenir à ce que fait différemment Bourg-en-Bresse, c'est qu'ils ont dit nous on fait une école de meneurs. Mais c'est des meneurs qui sont là maintenant, ils ont depuis 7-8 ans qu'ils ont créé ça. Ils en sont à une vingtaine de meneurs qui évoluent jusqu'en National 2. Mais on n'a pas, même nos meneurs du CNBS n'ont pas forcément ce niveau-là. Donc ça, c'est la réalité du basket suisse. Donc aujourd'hui, créons une identité de basket suisse déjà. Ça, c'est la première chose. Ce qu'a fait l'équipe nationale, c'est une vraie piste. Parce que nous aussi, maintenant, on a des vrais athlètes. Et puis, diffusons cette identité basket. Donc la formation ici, on doit faire en sorte qu'elle soit aussi bonne que partout ailleurs et que les enfants n'aient pas forcément de velléité d'aller dans une prep school à 2 balles, une académie où quelqu'un se met vite $6 000 dans la poche en commission, alors qu'en fait c'est pour financer les petits Américains qui n'ont pas les moyens, et puis toi de toute façon voué à revenir dans ton club et tu n'as pas appris le basket. Donc un temps perdu phénoménal au final. Exactement. Et encore une fois, et des vrais joueurs à qui on a fait miroiter les États-Unis. Ouais, c'est des vrais rêves. On parle de joueurs qui ont vraiment eu le rêve entre les mains. Voilà. Lucas Pitou qui est parti en Lituanie, respect. Ceux qui sont partis en Serbie une année, respect. Les États-Unis, je suis désolé, j'y étais. Je l'ai vécu à une époque où jouer en high school, ça représentait un vrai plus. Jouer dans certains JUCO qui ont une culture basket, ça représentait un vrai plus. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour en revenir à la question du professionnalisme, du semi-professionnalisme, on n'a pas la capacité financière. 3 clubs ont la capacité financière. Donc finalement, combien de joueurs vivent du basket en Suisse? Les joueurs étrangers au jour le jour, pas d'argent de côté, à 10 exceptions près. Les joueurs suisses, à 10 exceptions près, vivent au jour le jour. Alors, ils ont quotidiennement, pendant quelques années, un statut de professionnel, mais après on se réveille. C'est là, on parle d'athlètes professionnels tout de même, je veux dire. Alors l'investissement est celui d'un professionnel. L'investissement est le même qu'un hockeyeur de National League. Hein. Moi j'ai mon fils, alors dans le mouvement jeunesse, pas tout à fait, mais les heures passées dans la salle, les heures passées en salle de musculation, les heures de vidéo, voilà, c'est ça exactement. Elles sont les mêmes. Les possibilités de blessures, les risques, etc. Complètement. Mais moi, je crois beaucoup plus à ce semi-professionnalisme parce que je pousse tous mes joueurs à faire une formation à côté. Idéalement, si c'est pas par voie universitaire, c'est de trouver des entreprises partenaires. Et là-dessus, on doit absolument travailler. Parce que c'est ça qu'on doit plancher. Tous les employeurs qui ont un sportif d'élite, même si une fois il va appeler le dimanche pour dire que je me suis fait une entorse, je ne peux pas venir au travail demain, ils reconnaissent tous la qualité de persévérance, de jusqu'au boutisme d'un sportif. Ouais. Donc finalement, ça serait win-win. Mais on doit créer ces liens. C'est dingue. Qu'est-ce qui nous manquerait ? Qu'est-ce qui nous manque ? C'est quand même fou parce qu'au final, on a tout qui est en place. Quand on t'entend dire ça, j'ai pas l'impression qu'il y a des portes qui soient fermées. C'est pas en place, non. Il n'y a aucune porte qui est fermée, mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas ouvertes. Je prends l'exemple du LUC en volleyball. Magnifique d'ailleurs ce qu'elles viennent de faire. Hein. Ça c'est le LUC. Ça, c'est le LUC. Le LUC, voilà. Il y a des ponts. On a une ville universitaire. Quelle est la collaboration avec l'université ? Quelle est la collaboration pour dire éventuellement nos joueurs étrangers, pourquoi est-ce que finalement on ne ferait pas des ponts, des formes d'échange ? Un cursus universitaire, voilà, mis en place. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on en a discuté avec mes camarades du Game Winner, hein, un petit peu pour voir, parce que c'est vrai que nous, on commence ce Game Winner, c'est vraiment pour essayer de promouvoir un maximum le basket, parce qu'au final, que je le regarde sur la NBA, la FIBA ou en Suisse, c'est une balle orange. Hein. Donc au final... Donc on se demandait avec des amis qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui manque en fait pour essayer de populariser un petit peu ce sport. Donc on se disait là avec la popularité qui augmente auprès des jeunes, ce qui fait que je pense que le nombre de licenciés devrait également augmenter, même si là tu semblais nous dire que tu avais 150 jeunes qui étaient dans l'attente, c'est quand même... Alors il y a un potentiel d'augmentation de licences qui est énorme, mais on ne peut pas les accueillir.
Et du coup, ma question, elle tombe à l'eau parce que j'allais te dire, mais en mettant tout ça en place, qui devrait normalement pouvoir attirer également aussi des sponsors et autres, est-ce qu'on pourrait pas, dans 10-15 ans, rattraper la France sans forcément parler de Wemby? Mais on a des talents en Suisse quand même. On a un nombre de talents quand même phénoménal. Mais clairement. Qu'est-ce qui fait que ce train ne prend pas? Quand on regarde les autres sports, le foot, le hockey, quand on met en place une structure sport-études, elle a le nom sport-études. Moi, je suis confronté à ça aujourd'hui au gymnase de Chamblandes. On a mis une structure sport-études. On a des élèves qui rament et qui rament trop. Ceux qui sont de vrais potentiels basket, c'est au détriment de l'école. Et puis, on est encore dans une culture où, entre les études et puis le basket, il faut choisir. Oui. Ça, je peux le confirmer. Je travaille dans un collège et je m'occupe des élèves qui sont sport-études aussi. Et par contre, c'est vrai que moi, je m'acharne. Toutes les fins de semaine, je veux voir votre agenda. Si les notes ne suivent pas, on appelle les parents. Si le semestre, ça ne joue pas, vous sortez du sport-études. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ces deux cadres à prendre en considération. Je n'ai pas envie de leur donner le choix, en fait. Vous êtes lancé là-dedans, vous allez m'assumer les deux côtés. Ouais. Voilà. Mais des fois, ils explosent des deux côtés. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout de la réflexion, c'est quoi une structure? Moi, je parle avec des collègues, quand ils entendent la charge d'entraînement qu'ont certains de nos joueurs, ils sont là. Ah, pour des jeunes, c'est vrai qu'on est obligé de leur poser des allègements d'horaire aussi à l'école parce que sinon, c'est beaucoup. C'est vrai, parce que les 3 heures d'éducation physique pour 4 heures d'entraînement, c'est pas un allègement d'horaire. C'est pas un allègement d'horaire. Ça, c'est bon à savoir. Donc, c'est bon à savoir. on doit aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est quoi une structure sport-études? Qu'est-ce qu'on leur offre? Est-ce qu'il y a une maturité unique? Est-ce qu'on les met tous dans un ou deux des établissements? Est-ce qu'on décide que finalement, vous faites du basket, du hockey, du hand, du foot, vous avez ces choix de cursus scolaire, et puis nous, à Chamblandes, on a 300 profils différents de maturité. 300 par rapport aux différents choix, options complémentaires, options principales. Les possibilités sont infinies. Mais par contre, les 35, 36, 37 heures hebdomadaires, on n'y coupe pas. Et il y a un moment où il faudra dire, ce sont des jeunes potentiels qui ont une autre voie possible, même si elle ne durera que 10 ans. Et après, ce sera assez tôt pour mener la réflexion du semi-professionnalisme. C'est-à-dire que moi, quand Brian Collon a joué ici, je lui ai dit, va jusqu'au bout de ton CFC. Et je sais que c'était difficile. La relation qu'il avait avec son maître d'apprentissage était très compliquée. Et puis je le suivais comme toi tu suis tes étudiants. Et voilà, si demain il se fait méchamment les croisés et puis que l'année d'après il se fait le tendon rotulien, il a de quoi. Ça sera certainement pas poseur de sol comme il l'a fait. Mais par contre, il aura fait des connaissances dans son cursus de basket qui font que des gens voudront travailler avec lui. Voudront l'approcher pour pouvoir. Voilà. Et nous, on doit promouvoir ça. Mais du coup, je me permets de te poser une question. Des joueurs comme Sefolosha ou Capella, des cas isolés ou des précurseurs? Des cas isolés. Des cas isolés. Si je suis de toute façon, je pense que le 3e joueur NBA, il est actuellement en NCAA. Je pense que il devrait pouvoir. Je m'attends à ce qu'il soit drafté la saison prochaine. On espère. Voilà, exactement. Mais c'est des cas isolés, mais c'est un exploit parce que pour une petite nation, et qui n'est pas une nation basket, parce qu'il faut admettre qu'ici, même si, comme tu le dis à juste titre, il y a de plus en plus de basketteurs, il y a de plus en plus de talentueux basketteurs, mais la culture n'est pas basket. Non, on reste à pays. Et l'exemple à suivre, mais oui. Bien sûr, et l'exemple à suivre, c'est le hockey sur glace. C'est ce que le hockey sur glace a mis en place. À l'âge de 7 ans, j'ai collé des timbres sur des enveloppes, le logo, la phrase, c'était souscrire avec le sourire. C'était soumettre un texte à la population jurassienne pour la devise, pour réussir à réunir assez de fonds pour construire la 7, 8e, 9e patinoire couverte de Suisse à Porrentruy.
Weibeuf. Exactement. Weibeuf, je crois. C'est du délire. C'est incroyable. C'est du délire. C'est exceptionnel. La 7-8e patinoire couverte de Suisse dans Elle a été un financée. patelin de 6800 habitants. Elle a été financée par la population. Exactement, exactement. Puis un visionnaire, un passionné, Charlie Corbat, qui a réussi à réunir c'est bon. mon papa, 3-4 copains et tout, qu'on dit on y va. Mais je ne peux pas croire qu'on puisse pas le faire dans le basket. Merci, Je ne peux pas. merci. C'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Aujourd'hui, on devrait partir d'un livre blanc. Et Page blanche, nouveau départ. c'est vraiment une vision à 10-15 ans. Mais ça passe tellement vite. Moi, j'en suis à ma 3e décennie dans le basket. Ouais. Et j'ai pas vu l'évolution. Je suis honnête, j'ai pas vu l'évolution. C'est terrible ce que tu Parce que la vallée de la En jeunesse... 30 ans, c'est 32 le même ans de parquet. carrière, pas d'évolution. Ben non. C'est terrible. Qu'est-ce qui a manqué à Boncourt? Une salle. Qu'est-ce qui manque? Faites sérieux. Qu'est-ce qui manque? Mais à partir du moment où tu as une salle et puis que politiquement, on a décidé, comme politiquement ils ont décidé, parce que maintenant c'est plus le Waibeux, comme, Ouais. comme on l'a connu. C'est 2 champs de glace, dont le premier champ de glace NHL en Suisse. Il y a toujours 6800 habitants pour rentrer. Toujours. Mais on a développé une culture. Et puis les gens se sont retroussés les manches. Discutais avec un ami de ça, petite parenthèse, je trouvais dingue parce qu'il me disait justement 6800 places, c'est ça, Weibeuf? Et si je dis pas de bêtises, en tout cas 4000 abonnements vendus chaque année. Donc après, les gens se battent pour 2000 et quelques places. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Non, tout à fait. Et puis c'est comme ça, chaque année, Liga, Ligue B, ça bouge pas. Ils ont réussi à fidéliser un public en ayant en plus chaque année un nombre incroyable de nouveaux adhérents. Hein. Ça s'arrête pas. Ça Il s'arrête faut pas. qu'il y ait un Donc, turnover. Voilà, il y a ce On avait vu à turnover qui a l'époque été mis en de place. Boncourt. Donc c'est possible quand même. Bien Il sûr. y a quelque chose à faire. Bien sûr. Je reviens sur une autre précédente interview que tu avais donnée où tu as déclaré être un passionné donc, de la formation et ça se voit vraiment dans ton parcours aussi. On manque d'entraîneurs formateurs en Oui. Suisse. Tu penses être un des derniers? J'espère que je suis un des premiers. Ah bah, tu me prends de court là. J'espère que je suis un des premiers, parce que j'espère que quand on comprendra que justement un diplôme de coach, un diplôme d'entraîneur, jeunesse et sport, Swiss Basketball et tout, ne suffit pas par rapport à la pédagogie de l'enfant, du jeune, par rapport à tout l'aspect physique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette double casquette de prof de sport et de coach. Mais la casquette de prof et de prof de sport a autant apporté à mon cursus que tout ce que j'ai appris sur le bas-côté. le 15-30. Tout ce qui est tactique, technique en basket, ça, tout le monde peut l'acquérir. Bien sûr. Mais après, maintenant, le coaching, il a complètement changé en 30 ans. Oui. Le coaching, aujourd'hui, c'est de la psychologie. Ah, tu accompagnes le joueur aujourd'hui, hein, alors Complètement. qu'avant c'était vraiment. Complètement. C'était le joueur, c'était un soldat, si je peux dire. C'est hein. ça. C'était un C'est soldat, ça. alors qu'aujourd'hui il On pouvait faut. le traiter comme on voulait. Il devait supporter. Il devait supporter. Voilà. Il devait souffrir en silence. Et puis... Alors qu'aujourd'hui, on le voit même, hein, alors là, je vais aller dans les hautes sphères, mais on voit qu'on fait même de la différenciation de traitement par rapport à certains joueurs. Une star ne sera pas traitée comme un joueur lambda ou autre. Alors pas forcément en Suisse, hein, je dis, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on voyait à l'époque. Tout le monde était un petit peu à la même enseigne. Aujourd'hui, clairement, Et la différenciation il y a des- fait partie de la voilà. pédagogie. voilà, exactement, la différenciation fait partie de la pédagogie. Parce que je pense que sans ça, aujourd'hui, bah, avec beaucoup de joueurs, on irait dans le mur. Mais bien sûr, parce que là aussi, si on regarde, on va complètement stéréotyper, on va se retrouver devant un groupe de 15 jeunes. Déjà, on va les mettre en rapport. Toi, t'es grand, toi, tu fais 1m85, tu fais ça, toi, tu fais ça. Hein. Catégorise d'entrée, Voilà, je schématise un petit bien peu. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, travailler par poste, travailler par... Lisez le potentiel d'un joueur. Quelle est sa fiche de carrière? Quel est son plan de carrière? Mettez en commun avec le jeune, les parents, l'entraîneur, le club, le plan de carrière du jeune. On veut être là dans 3 ans, on veut être là dans 5 ans. Tu veux partir une année en Espagne? Parfait. Pas de souci. Moi j'ai dit hier à un jeune d'ici, c'est un de nos prospects. Je dis, j'ai appris que tu voulais partir une année en Espagne. Je t'encourage. Tu es plutôt à... C'est bien.
les joueurs ne sont pas notre propriété. Donc, à partir du moment où on veut voir le basket suisse progresser, évoluer, on doit être prêt à ça. Et nous, on est là pour un moment et on accompagnera le joueur un certain temps. S'il reste, il reste, tant mieux. Et puis, s'il réussit mieux ailleurs, tant mieux. Moi, j'aimerais, par-dessus tout, que Jamal George s'engage encore pour une saison ici. Mais après, pour lui dire, va. Il est temps que tu t'envoles. Justement, pour revenir à Jamal George, c'est drôle, c'était vraiment ma prochaine question. J'allais te dire Omar El Sheikh ou encore Dequan Morris. Pour ne citer que, je pense que vous avez des atouts cette saison dans votre équipe. Mais Jamal George, Suisse, 22 ans, un plafond pour un... 21. Un plafond pour un joueur si talentueux, si je peux dire. Parce qu'on sent qu'il y a quand même... c'est quelque chose. Alors, je ne dirais pas la NBA, parce que la NBA aujourd'hui, c'est un tout autre recrutement qu'avant. On a même l'impression qu'il faut une certaine hype pour aller à la NBA. Il faut une certaine hype, alors qu'il peut au-delà du talent même. Mais on recrute aujourd'hui des potentiels. Aujourd'hui, on va cibler des joueurs de 17, 18, 19 ans. Jamal est déjà pratiquement trop vieux pour ça. Le joueur qui cartonne maintenant à l'université, son jeune frère, il vient d'affronter l'université de North Carolina avec un meneur qui a scoré 42 points. Il n'est pas dans les radars. Il l'est, mais... Dans les arrières. On a Raïm Raquez qui vient de signer quand même 8 comme rookie. Il a 22, 23 ans. Après, c'est aussi drôle parce que tu le vois, je trouve, tout de suite. Alors, bien sûr, je pense qu'il ne sera pas rookie de l'année, on ne va pas se mentir, hein, ce sera probablement Wemby, mais je trouve qu'on voit dans son jeu une certaine maturité que justement un Wemby ou un Chet Holmgren n'a pas. Et je pense que ça peut être dû aussi à ces quelques années de... Donc c'est pour ça que je comprends le fait qu'on puisse drafter des joueurs plutôt potentiels. Alors, mais quand on regarde Raïm Raquez... Wemby et Holmgren, pour moi, ont une maturité incroyable par rapport à leur taille. Et on a toujours considéré que les grands joueurs mettaient plus de temps à arriver à maturité, à se développer. Et Wemby, pour moi, c'est une capacité d'apprendre qui est juste... on est sur un alien. On n'a jamais vu ça. Ouais, on est quand même sur quelque chose on n'a jamais vu ça. À part entière, franchement. Mais clairement, la NBA aujourd'hui peut se permettre de se tromper, mais pas se tromper comme ils se sont trompés avec Fred Weiss à l'époque. C'est-à-dire qu'il y aura un gamble, il y aura vraiment une prise de risque sur un joueur très jeune. Et puis, c'est très politique. Mais pour un joueur de 22 ans aujourd'hui, tu peux regarder maintenant, tu prends tous les Draft Express, c'est que des joueurs de 18-19 ans, à quelques exceptions près. Donc, c'est vraiment un pari sur l'avenir. C'est un petit peu parier sur le Bitcoin et puis on verra ce qui va se passer. Par contre, il aurait clairement le niveau pour FIBA. C'est un joueur... Jamal George, oui. Il a le niveau Euroleague. Il aura le niveau Euroleague. Parce qu'on se disait, il a quand même 21 ans, près à 1m80 si je ne me trompe pas. 95. 95 Pardon. Mais du coup, comment... 1m95, un 96 je pense. 96. Ouais. Il a terminé sa progression, ça... Je pense, son petit frère grandit encore. Il sera donné à 2m2, 2m3, je pense, position meneur, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, c'est un grand meneur. Oui, tout à fait. Puis long segment, puis bon, il y a une culture basket derrière. Hein, ils ont quand même été nourris à ça. Et puis un gros équilibre, surtout un gros équilibre. C'est des garçons extrêmement... le QI basket est aussi élevé que leur QI tout court. Donc il faut savoir que Jamal est à l'EPFL, bourse d'excellence. Il ne le plie pas sur les toits, hein. C'est aussi une forme d'humilité et puis de capacité de relativiser les choses. Mais voilà, force tranquille. Et par rapport à ça, c'est vraiment une question, là j'en appelle à ton expérience. Est-ce que justement un joueur comme Jamal qui peut donc lier basket avec une éventuelle très belle carrière professionnelle, donc tu me dis qu'il y a le PFL et autres, est-ce que le fait d'avoir ces deux possibilités de carrière nous empêche nos athlètes suisses de se développer complètement? Est-ce que le fait d'avoir un plan B, comme par exemple LeBron n'a pas eu,
Je veux dire, LeBron, voilà, il y a beaucoup de joueurs, voilà, s'ils n'avaient pas réussi dans le sport, Dieu sait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont programmés. Voilà. LeBron James était programmé. Kobe était programmé. Là, il n'y avait pas le moindre doute possible. Et à partir du moment où tu as signé ta première année, tu es millionnaire. Mais un Jimmy Butler, qui par exemple a eu une vie un peu difficile et on sait que le basket l'a sauvé, est-ce qu'en Suisse, c'est terrible d'aller dire qu'il nous manquerait ça, bien sûr que non, mais est-ce que le fait justement d'avoir ces deux possibilités-là, c'est-à-dire je réussis dans le sport, mais si je réussis pas, je ne m'effondrerai pas. Alors, est-ce que ça peut nous enlever peut-être un petit quelque chose? Peut-être, mais je pense que surtout ce qui nous enlève ce petit quelque chose, c'est que dès le départ, il y a moins ce besoin de réussir dans le basket. Parce qu'on est en Suisse. Parce qu'on a ce qu'on appelle le confort. Le confort, voilà, c'est où je veux en Beaucoup venir. n'ont pas. C'est où je veux en venir. Est-ce que ce confort nous empêche d'utiliser notre plein potentiel sportif? Complètement. Et moi, j'ai un guerrier qui vient d'une situation compliquée. Il a communiqué là-dessus, il fait son bonhomme de chemin, en silence, mais sûrement. Et je pense que c'est lié au fait que justement, le basket est son moyen d'expression. Et il a son plan de carrière. Et il le suit. Tout en étant absolument conscient que ça peut s'arrêter demain, parce que lui s'est déjà fait les ligaments croisés. Donc il y a un équilibre par rapport à ça. Mais je pense que le fait de savoir que on se retrouve pas du jour au lendemain sans rien, si on venait à arrêter le basket, si on venait à ne pas être recruté et tout, c'est peut-être quelque chose qui freine notre potentiel absolu. Voilà, c'est ce que on se posait la question, je me disais mais c'est quand même dingue. Alors après c'est un peu paradoxal parce qu'au final c'est une chance de pas craindre, d'avoir cette chance d'avoir une telle situation et de pas craindre une fin en soi. C'est pour ça que moi je reste assez perplexe quant au choix de la NCAA d'autoriser les départs aussi vite et les transferts, parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus en NBA. C'est cette réalité. Il y a maintenant 350 divisions 1 universitaires. Prenons des rosters de 15, le calcul il est vite fait. Plus tout ce... encore une fois, 2 tours de Draft Express maintenant, il y a, je pense, 40% de joueurs étrangers. Il y a des Suédois, il y a des Monténégrins, il y a des Français. Ça sera la deuxième année au niveau. Voilà. Aujourd'hui, c'est un phénomène global. Donc, on va recruter 2 tours de draft. On aura sous les radars éventuellement 2 autres joueurs. C'est 4 par 30 franchises, c'est 120. 120 qui seront appelés pour les dizaines de milliers de joueurs qui traversent. Donc finalement, heureusement qu'il y a un plan B. Et je pense que le système de NCAA est le système idéal. Pour pouvoir donner un maximum de chance, en tout cas. Mais clairement, et pas seulement en tant que basketteur, mais c'est des jeunes qui, sans cette bourse d'études, n'auraient pas eu accès à des études universitaires. C'est vrai que c'est quand même une sacrée chance qu'il aurait... Bon, en fait, il se retrouve un petit peu dans la situation de certains joueurs ici, en fait. Oui, sauf que les joueurs ici, il faut qu'ils aillent pousser des caddies l'été pour pouvoir se payer un appart. Rodwald, on parle, le temps passe. Je vais devoir déjà en arriver à ma dernière question, malheureusement. Pour un deuxième épisode. Oh oui, je pense, parce qu'on en a des choses à se dire. C'était vraiment par rapport à ta carrière, donc 32 ans de carrière. Si je ne me trompe, 32 ans de carrière. Oui. Un souvenir? Non. Quelque chose qui a marqué ta carrière, un moment, une image? Toute ta carrière? Non, mais trop de souvenirs. Trop de souvenirs ponctuels pour en sortir qu'un seul. En extraire un seul. Franchement, on m'a souvent posé cette question. Je me la suis souvent posée très souvent après l'interview, mais dire qu'il y a eu un moment... Non. Et ce qui est malheureux, mais ça me correspond, c'est que les souvenirs douloureux m'ont beaucoup plus marqué que les souvenirs joyeux. J'ai une photo de moi avec mon petit Elijah, enfin il est plus petit maintenant, quand on perd notre titre en 2007, et
Ça, c'est pas la photo qui fait que je m'en souviens exactement comme si c'était hier. C'est le cœur. C'est C'est le cœur, les tripes. c'est la cicatrice. Ah. C'est la cicatrice. Et C'est beau de voir après toutes ces années le conquérant que t'es resté. Ça ne s'est pas éteint, quoi. On le sent. Ça passe pas. Après 32 ans, la moindre victoire est toujours aussi importante. C'est vraiment quelque chose qu'on sent. Hein. Alors c'est fou parce que je pense que malheureusement, j'aimerais bien pouvoir le vivre comme ça. Et puis malheureusement, c'est encore toujours la peur de l'échec qui est mon drive. C'est la douleur de la défaite est disproportionnée. La victoire, on passe à autre chose. Est-ce qu'elle n'est pas là la chance du Lausanne puis Fox de Tom? Je sais pas. J'aimerais pouvoir déléguer un petit peu. Mais Dieu sait si je me compare pas au grand coach. Mais quand Popovic dit défaite égale torture et victoire égale relief, Ouais. c'est exactement ça. C'est exactement ça. La défaite me torture et puis la victoire, voilà, ben on passe à autre chose. Donc, mais on n'est pas rassasié. Ah non, jamais. Jamais. J'ai eu assez de joueurs qui m'ont dit oui, mais coach, quand je suis arrivé ici la première année, il y a un jour, le vendredi soir, du match décisif contre Suisse Centrale, je leur donne rendez-vous ici, dans leur esprit, ils sont persuadés qu'on va faire de la vidéo, qu'on va faire les derniers ajustements pour affronter Suisse Centrale le lendemain. Ça, c'est en 2013. Et puis, on n'était pas programmés, hein. Ils étaient néo-promus 10e l'année précédente et tout. Ah ouais, donc pas du tout dans le calcul. Non, 3 ans d'avance. 3 ans d'avance par rapport au plan du président de l'époque. Et puis, je leur dis, rendez-vous à l'Ours, on donne rendez-vous, on prend les voitures, tous ceux qui sont à vélo, on se retrouve à l'Ours. J'ai réservé une table pour qu'on mange la pizza, on en sait assez. Et puis là, il y a le joueur qui me dit, coach, triplé avec Boncourt, triplé avec Lugano, c'est quoi maintenant le plan avec Lausanne? Ah, pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Il regarde ses coéquipiers, puis c'est qu'il est convaincu. On note en tout cas. On note. J'ai fait, mais si je ne suis pas convaincu de ça, je ne sais pas pourquoi je fais encore ça. Et puis il me dit, puis après, j'ai fait la Coupe d'Europe. Parce que j'ai tellement travers la gorge qu'on m'avait promis la Coupe d'Europe à Lugano et que ça ne s'est pas fait. Et c'est ça le frein du basket suisse. Le frein du basket suisse, c'est le fait que Genève, avec tout le respect que j'ai pour le travail qui a été fait par Imad Fatal, ils n'ont pas eu les pour aller en Coupe d'Europe. Et depuis que le basket suisse ne va plus en Coupe d'Europe, ou qu'il n'y a plus qu'un seul club qui va en Coupe d'Europe, le basket suisse régresse. Je trouve que c'est une bonne fin pour pouvoir partir sur un éventuel partie 2 là. C'est beaucoup à dire aussi sur les médias. C'est vrai, mais j'ai hâte. C'est vous qui allez nous sauver. On n'aime pas Sac Majeur, c'est vous qui allez nous sauver. C'est le fait que vous travaillez avec une autre génération, parce que l'exposition médiatique de la presse écrite et de la presse télévisée, c'est une catastrophe. Mais on devrait aller tous les jours taper à leur porte. Parce que le quotidien jurassien, on est allé tous les jours taper à leur porte. Jusqu'au moment où la Liga de Boncourt passerait avant la deuxième ligue interrégionale de foot. Il faut se battre. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Si on a un idéal, on se bat pour cet idéal. C'est exactement le pourquoi on souhaite vraiment mettre aussi ce sport en avant. C'est pour que... Alors là, je vais prendre un autre exemple, mais c'était pour la France, pour les JO. Quand j'ai vu qu'ils avaient construit cette nouvelle salle à Paris, et qu'en fait c'était pour le badminton, et que les basketteurs allaient jouer dans une petite salle à 13 mètres de haut avec des anneaux. La honte. C'est compliqué pour nous les basketteurs. C'est compliqué. Rodolphe, je te remercie. Avec grand plaisir. Infiniment. Je ne vais pas te déranger beaucoup plus longtemps. Tes joueurs vont probablement arriver pour la vidéo. Ouais. Par contre, avec ton accord, je te dis à très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Pour remettre ça, ça fut un immense plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.